Merhaba. L'Empire ottoman est sans aucun doute l'une des dynasties musulmanes les plus importantes de toute l'histoire. Par ses plus de 600 ans d'existence, elle nous a légué un patrimoine culturel et matériel juste considérable. De Sainte-Sophie à Jamledja, en passant par les chefs-d'œuvre de Sinan et Sultan Ahmed, explorons aujourd'hui comment cette civilisation a fait pour nous laisser une empreinte indélébile sur le patrimoine architectural mondial. Vous l'aurez compris, on s'intéresse aujourd'hui à l'évolution de l'architecture religieuse, qui est sans aucun doute le marqueur le plus important pour caractériser la maîtrise technique et esthétique des Ottomans. Mais avant cela, je vous propose de faire un petit point sur ce qu'est fondamentalement une mosquée. En fait, ce qu'on appelle mosquée en français est un terme générique qui englobe plusieurs mots à l'origine arabe. On peut parler de musalla, de masjid ou bien de jama'. Le premier fait référence à l'action de prier, le second de se prosterner et le dernier de se rassembler. Ces termes permettent de comprendre la fonction de ce qu'on appelle en français une mosquée, qui est en fait un lieu destiné à accueillir le croyant pour qu'il effectue tout ou partie de ses 5 prières quotidiennes, et notamment celle du vendredi, jour le plus important en islam. D'une région du monde à l'autre, la typologie des mosquées varie beaucoup, mais l'organisation générale est commune à la grande majorité et consiste dans la présence d'un espace ouvert et d'un espace couvert, le tout séparé du monde extérieur par une enceinte. Cette organisation est en fait tirée de la première mosquée de l'histoire, qui était en fait la maison même du prophète Mohammed. Les premiers fidèles s'y retrouvaient dans la cour carrée, jouxtant sa maison pour y effectuer leurs prières. Ce sont ensuite des influences locales qui seront responsables d'une diversification architecturale et stylistique entre les différentes régions du monde musulman. En outre, au-delà de l'organisation générale, plusieurs constantes en lien avec la pratique cultuelle se retrouvent dans les mosquées du monde entier. En effet, avant chaque prière, un appel aux croyants, comme une sorte d'annonce, prévient de la tenue de cette dernière et invite les fidèles à venir prier. Cette action est réalisée non pas par l'imam, mais par un muezzin qui originellement montait au sommet d'une tour qu'on appelait un minaret. De là, il disposait alors d'un point de vue qui lui permettait d'être entendu de loin. Cependant, dans nos sociétés modernes, la densité urbanistique ainsi que l'environnement sonore ne permettent plus à cette pratique d'être efficace, d'où l'usage aujourd'hui de haut-parleurs fixés sur les minarets et qui amplifient la voix du muezzin. Une fois que l'appel à la prière est effectué, le fidèle dispose généralement de quelques minutes pour se rendre à la mosquée. S'il est en état de propreté rituelle, il peut effectuer sa prière, et sinon il doit procéder au préalable à des ablutions. Ces ablutions sont en fait un lavage méthodique des bras, de la tête et des pieds, qui peut être fait dans une fontaine ou une salle dédiée à cela dans l'enceinte même de la mosquée. Une fois lavé, le fidèle peut prier et se rend pour cela dans la salle de prière. Cette dernière est couverte d'un tapis qui est généralement décoré et muni de lignes sur lesquelles les croyants s'alignent en rang lors de la prière. Ces lignes sont en fait disposées parallèlement au mur dit de Qibla, qui a pour rôle d'indiquer la direction de la Mecque, lieu vers lequel les musulmans orientent leurs prières. Ce mur a en outre la particularité d'être creusé d'une niche qui s'appelle le mihrab et dans lequel l'imam prend justement place lorsqu'il guide la prière devant les fidèles. Ce schéma s'applique pour les 5 prières de la journée, sauf pour celle dite du vendredi, qui a la particularité d'être précédée d'un prêche de l'imam. À cette occasion, ce dernier prend place dans une chaire à prêcher, appelée minbar, et qui est généralement disposée à proximité du mihrab. Ainsi, en résumé, une mosquée est composée d'une salle de prière et d'une cour, associée à un ou plusieurs minarets. Ces minarets permettent de faire l'appel à la prière réalisée face au mur de Qibla et guidée par l'imam qui prend place dans le mihrab après avoir réalisé son prêche du vendredi sur le minbar. Maintenant que nous savons ce qu'est une mosquée dans ses grandes lignes, penchons-nous à présent sur l'empire qui nous intéresse. En fait, l'Empire ottoman est fondé par Osman en Anatolie, autrement dit l'actuelle Turquie, à la toute fin du XIIIe siècle. Après une importante phase de croissance géographique et de nombreuses tentatives infructueuses, c'est sous le règne de Mehmed II que la ville stratégique de Constantinople, actuelle Istanbul et alors capitale de l'Empire byzantin, tombe sous le joug des Ottomans, précisément le 29 mai 1453. Les Ottomans y découvrent une architecture qui leur était inconnue, dont la majestueuse basilique Sainte-Sophie représente le plus important témoignage.
Construite au VIe siècle sous l'empereur Justinien pour fêter sa victoire sur une révolte populaire, elle est à l'origine imaginée comme une expression de la puissance de l'Empire byzantin. C'est exactement la même symbolique que cherchera à conserver Mehmet le Conquérant, qui y fait construire un minaret, un mihrab et un minbar, mais n'effectue pas davantage de changements afin de conserver l'aspect de la basilique comme pour exposer fièrement sa victoire sur les Byzantins. L'architecture comme tentaculaire de ce bâtiment fascine quiconque prend le temps de l'observer. Muni d'une gigantesque coupole de 30 mètres de diamètre, culminant à 56 mètres de haut, cet édifice est jusqu'à la construction de la cathédrale de Séville en 1502, tout simplement l'espace couvert le plus grand du monde entier. Les Ottomans vont dès lors ériger cette œuvre en inspiration et même en modèle à dépasser. Pour autant, cela n'est pas si facile puisque contrairement à ce que nous pourrions penser, augmenter la taille de la coupole est loin, même très loin, d'être anodin. Mais avant de nous pencher sur les difficultés inhérentes à un agrandissement, nous pouvons déjà nous demander pourquoi l'espace est-il donc couvert d'une coupole? Les réponses sont plurielles, mais au-delà de l'aspect symbolique, l'une des plus importantes est certainement la portée et la résistance d'une telle structure. En effet, la coupole permet d'offrir un très grand espace libre à l'intérieur de l'édifice, chose impossible avec un système de poteaux et de poutres classiques, surtout à une époque où le béton armé n'existe pas. En fait, le béton comme la brique possède deux caractéristiques primordiales. Il résiste très bien à la compression et très mal à la traction. Autrement dit, on peut bien appuyer dessus, mais pas trop tirer. L'intérêt d'un arc et d'une coupole est alors que leur forme favorise la mobilisation en compression. Pour mieux comprendre l'efficacité d'une telle structure, comparons-la avec un couvrement de même portée, mais avec une poutre. Dans le cas de la poutre, son poids propre l'invite à fléchir, puisqu'on voit bien qu'elle est soumise à deux efforts dans un sens et à son poids dans le sens inverse, d'où la flexion. Si on zoome à présent sur la poutre et qu'on s'intéresse aux efforts internes auxquels elle est soumise, on distingue deux comportements de part et d'autre de sa ligne moyenne. Au-dessus de la ligne moyenne, la poutre voit sa longueur se raccourcir, elle est donc comprimée et cela est d'autant plus important qu'on s'éloigne de cette ligne moyenne. A l'inverse, en dessous de cette dernière, la poutre s'allonge, elle est donc tendue et c'est également d'autant plus le cas qu'on s'éloigne de la ligne moyenne. Ainsi, par rapport à ce qu'on vient de dire sur le comportement du béton, la partie supérieure de la poutre résiste sans problème car elle est comprimée, mais la partie inférieure est tendue et risque donc la rupture. Si on prend à présent le cas d'un arc et qu'on se focalise sur un élément constitutif qu'on appelle un claveau, alors on observe qu'il est soumis à son poids et aux réactions des claveaux qui l'entourent. On voit que le poids du claveau n'est pas perpendiculaire à la ligne moyenne, comme c'était le cas avec la poutre, mais qu'on peut ici le décomposer en une composante perpendiculaire et une composante parallèle ou plutôt tangentielle. Cette dernière, puisqu'elle est orientée dans le sens du claveau, va justement participer à le comprimer, tandis que la partie perpendiculaire va, comme pour la poutre, contribuer à le faire fléchir. De cette manière, on constate que contrairement à la poutre, le poids de la structure ne travaille pas exclusivement en flexion, mais également en compression. Ainsi, on comprend mieux l'intérêt de la voûte, puisque comme nous l'avons vu, le béton travaille mieux en compression qu'en traction. Ces explications nous renseignent donc bien sur le fait qu'un des grands intérêts d'une coupole est de permettre la construction de grands espaces dégagés, mais la question de la difficulté d'augmenter sa taille reste encore en suspens. Pour commencer notre réponse, on pourrait mettre en avant le fait qu'en augmentant la taille d'une coupole, on augmente mathématiquement son poids, ce qui en théorie pourrait devenir préjudiciable pour les éléments portant à la base de la structure. Dans les faits, les résistances de la pierre et du béton à la compression sont si importantes que cette hypothèse n'explique pas vraiment notre limite technique. En fait, le hic en augmentant la taille d'une coupole est davantage à chercher dans la structure porteuse. En effet, en observant Sainte-Sophie, on voit bien que le dôme est déposé sur 4 piliers reliés par des arcs. Or, lorsqu'on charge un arc, deux comportements s'observent. D'une part, il se tasse, et d'autre part, ses extrémités vont avoir tendance à fuir vers l'extérieur. Si on reprend le schéma des efforts appliqués à l'arche, on constate que le dernier claveau est soumis à un effort du claveau au-dessus, pas tout à fait vertical. Une partie de cette poussée est certes, comme le poids, orientée verticalement et vers le bas, mais l'autre partie est quant à elle orientée horizontalement vers l'extérieur de la structure, d'où cette envie des murs porteurs de se renverser. C'est justement là le problème, puisque plus le dôme est imposant, plus les composantes horizontales sont importantes et plus il faudra mettre en place des dispositifs importants pour contrer ces efforts nuisibles à la structure. Dans le cas de Sainte-Sophie, la solution qui a été favorisée pour contrer ces efforts horizontaux a été l'usage sur l'axe est-ouest de très imposants contreforts placés au niveau des poteaux des arches. Ces structures sont en fait de gigantesques cales qui se fondent loin du mur et qui maintiennent les imposants piliers.
Sur l'axe nord-sud, le calage est quant à lui permis grâce aux deux demi-coupoles qui butent contre le dôme central. Néanmoins, malgré ces dispositifs, il s'avère qu'avec le temps, entre séisme et incendie, l'édifice est fragilisé, au point où au milieu du XVIe siècle, il doit être renforcé. Celui qui en a la charge est l'architecte Sinan, qui s'occupe d'ajouter des contreforts pour soutenir l'édifice. Au-delà de ses travaux de consolidation, c'est celui qui est considéré comme le plus grand architecte de toute l'histoire de l'Empire ottoman qui érigera cet édifice au rang de modèle à égaler, voire à dépasser. D'origine arménienne, Sinan débute sa carrière en tant qu'ingénieur dans l'armée sous le règne de Sélim Ier au début du XVIe siècle. Il poursuit ensuite son travail sous le long règne de Soliman le Magnifique qui s'étale de 1520 à 1566. Cette période est reconnue comme étant l'apogée du développement politique et culturel ottoman, auquel Sinan participera très largement puisqu'il est nommé architecte en chef de l'Empire en 1538. Ce poste qu'il occupera pendant 50 ans jusqu'à son décès en 1588 le mènera à concevoir plusieurs centaines d'ouvrages à travers le royaume. La majorité de ces derniers sont localisés à Istanbul, mais on lui attribue également la supervision de chantiers très éloignés de la capitale, comme à la Mecque ou à Budapest. Par ses conquêtes s'étendant de l'Algérie à l'Iran et de la Hongrie à Djibouti, l'Empire ottoman dispose à cette période de ressources considérables qui permettront à Sinan de concevoir des édifices très impressionnants tels que des complexes religieux. Ces structures, qu'on appelle des culliers, consistent en fait en le regroupement d'une mosquée avec d'autres bâtiments tels que des écoles, des soupes populaires, des hôpitaux ou encore des caravansérails pour accueillir les caravanes de voyageurs. Parmi ces complexes, celui de Süleymaniye, construit entre 1550 et 1557, sur une des collines d'Istanbul, est considéré par Sinan lui-même comme son chef-d'œuvre absolu. La mosquée de cet imposant complexe possède un vaste espace intérieur surplombé d'une coupole centrale mesurant 27,5 mètres de diamètre. Ce dôme central, lui-même entouré de demi-coupoles et de plus petits dômes, est déposé sur un baldaquin carré, autrement dit, il est supporté par 4 piliers. Concernant les efforts horizontaux préjudiciables à la structure, ils sont ici contrés par la présence de 4 contreforts qui viennent soutenir les piliers dans une direction et par 2 demi-coupoles qui assurent le maintien dans l'autre direction. À l'intérieur du bâtiment, on observe également la présence de tirants métalliques qui relient les poteaux des arches et les extrémités de demi-coupoles, ici aussi pour lutter contre cette tendance à se dérober vers l'extérieur. Le plan général est donc relativement fidèle à celui de Sainte-Sophie. En revanche, ce qui est frappant et qui distingue cette mosquée de la basilique originelle est la clarté du bâtiment qui est très largement baignée de lumière naturelle. Pour permettre cela, Sinan a opté pour des piliers vraiment très imposants qui sont à même de récupérer une grande part des efforts verticaux. En effet, des piliers massifs permettent de soulager le travail des murs et donc de les amincir et même de les percer généreusement puisqu'ils ont moins de poids à supporter. De plus, ces énormes piliers permettent d'utiliser moins de poteaux intermédiaires, ce qui offre en outre un espace très dégagé où la lumière se propage aisément. Toujours concernant la structure, Sinan a également apporté davantage d'harmonie au bâtiment, en se détachant du modèle Sainte-Sophie où les contreforts sont très ostentatoires. Ici, il a enrichi l'espace entre les contreforts de portiques formant des galeries latérales et qui masquent ainsi le débord des contreforts à l'extérieur du bâtiment. Concernant la décoration intérieure, la mosquée est relativement représentative de l'œuvre de Sinan, dans la mesure où elle possède une ornementation plutôt harmonieuse et élégante. Un des éléments qui est souvent le plus décoré est la niche du mihrab, qui est ici tapissée de plaques de marbre et ornée de moukarnas en partie supérieure. Ces motifs, omniprésents dans l'architecture ottomane, sont à la base originaires d'Iran et sont ensuite repris par les Ottomans. Ils s'inspirent de la forme de nid d'abeille et leur but est d'orner la transition entre une surface horizontale et une surface verticale. C'est pourquoi ils apparaissent non seulement dans les mihrabs, mais aussi sur des pendentifs ou au-dessus des entrées par exemple. Pour finir avec le mihrab, on remarque que son pourtour est orné de magnifiques carreaux de céramique. Ces derniers sont exclusivement produits à Iznik pendant tout le XVIe siècle, puisque la ville devient le siège de la manufacture impériale sous le règne de Soliman le Magnifique. Produisant initialement principalement des pièces de vaisselle, ce centre élargit son activité à partir des années 1530 aux carreaux de céramique architecturale qui seront énormément utilisés par Sinan dans ses constructions. Au cours de ce siècle, le style des décors évolue, ce qui permet aujourd'hui de dater très précisément ses productions. Ainsi, de la toute fin du XVe siècle jusqu'aux années 1520, les artisans d'Iznik s'inspiraient principalement des productions chinoises en usant d'un décor monochrome composé de nuances de bleu cobalt sur fond blanc. Par la suite, entre les années 1530 et 1550, la palette s'enrichit de nouvelles teintes telles que les nuances de vert et de violet.
En outre, c'est à cette époque qu'apparaît ce motif de feuilles courbes et dentelées, dites feuilles saz, qui deviendra omniprésent dans les décennies qui suivront. En parallèle de ce style saz, se développe plus généralement un répertoire composé de réseaux de feuilles et de fleurs qui plaît particulièrement aux hauts dignitaires ottomans par leur attrait pour l'horticulture. Par la suite, le troisième quart du siècle voit apparaître le rouge tomate qui est souvent associé au vert émeraude et au bleu cobalt, tandis que le dernier quart laisse enfin place à une évolution iconographique puisque les fleurs sont remplacées par des scènes de la vie quotidienne où les bateaux ont notamment un rôle assez important. Pour poursuivre sur les décors de la mosquée, on constate un beau jeu de couleurs entre les pierres rouges et celles plutôt blanches ou grises qui composent les arches et les colonnes. Les coupoles et demi-coupoles sont quant à elles peintes de motifs d'enroulements végétaux et ornées d'inscriptions calligraphiées. En outre, on retrouve, et cela est une constante dans l'extrême majorité des mosquées, des médaillons calligraphiés souvent installés au niveau des piliers. Ils sont généralement au nombre de 8 et mentionnent le nom de Dieu, Allah, celui du prophète, Mohammed, ceux des 4 califes bien guidés qui lui ont succédé entre 632 et 661, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, et enfin les fils de ce dernier, Hassan et Hussein. Ainsi, la mosquée Souleymaniye est un excellent témoignage de la maîtrise technique des Ottomans dans les domaines de l'architecture, mais également de la calligraphie et de la céramique. Grâce à ce bâtiment, Sinan est parvenu à s'approprier les grands traits de Sainte-Sophie tout en modernisant et en harmonisant l'architecture de ce bâtiment majestueux. Il laisse derrière lui un patrimoine bâti considérable, mais également des élèves qui sauront s'intégrer dans son sillage, à l'image de Sedefkar Mehmet, qui sera le constructeur de la très touristique et célèbre Mosquée Bleue d'Istanbul. Commanditée par le sultan Ahmed Ier, elle est construite entre 1609 et 1617, juste en face de Sainte-Sophie. En plus de cet emplacement tout à fait symbolique, la mosquée est munie de 6 minarets, ce qui à cette époque est une grande première pour une mosquée en dehors de celle de la Mecque. C'est d'ailleurs pour cette raison que le sultan fera construire un 7e minaret à la mosquée Al-Haram, qui pour rappel appartient à ce moment-là au territoire contrôlé par les Ottomans. De l'extérieur de la mosquée, on est immédiatement frappé par la cascade de dômes, au sommet de laquelle culmine la coupole centrale, flanquée de 4 demi-coupoles qui rappellent beaucoup les organisations choisies par Sinan. Les minarets, quant à eux, sont munis de balcons sur lesquels on retrouve les motifs de Moukarnas. En pénétrant à l'intérieur de la salle, on y découvre une ornementation qui s'étale de la base des murs au sommet du dôme central. Ce dernier est soutenu par 4 énormes piliers de section circulaire. Ici aussi, comme pour la mosquée Souleymaniye, les piliers sont si imposants qu'ils permettent d'avoir des murs très fins et percés de pas moins de 260 fenêtres. Ces ouvertures offrent ainsi au bâtiment une clarté remarquable qui met en avant la richesse des décors. Ces derniers se composent sur les murs de carreaux d'Iznik qui reprennent les motifs d'enroulement végétaux, de fleurs et de feuilles saz, encore très appréciés à cette époque. Les motifs floraux se poursuivent sur les coupoles et demi-coupoles et sont accompagnés d'inscriptions calligraphiées, le tout directement peint sur la paroi. Enfin, on peut noter la présence de vitraux en majeure partie bleus et décrivant des motifs de rosaces sur l'ensemble des fenêtres. Ces vitraux donnent une petite ambiance tamisée au lieu et font ressortir les décors eux aussi en majorité bleus, d'où d'ailleurs le surnom de la mosquée. Après cette mosquée impériale, la tradition du sultan construisant sa propre mosquée se perd au profit de nouveaux commanditaires tels que les maires de sultans. De plus, les grands projets sont de plus en plus rares et encore moins dans la capitale qui est souvent victime d'incendies au point où les sultans la délaissent pour Edirne. Néanmoins, à partir de 1700, une révolution stylistique majeure apparaît puisque l'Empire accepte de s'ouvrir aux influences occidentales. En effet, à son arrivée au pouvoir en 1703, Ahmed III entame une phase de modernisation de son empire qui passe par davantage d'ouverture culturelle. Cette ouverture est d'autant plus favorisée à partir de 1718, au moment où le traité de Passarowitz déclare la paix entre les Ottomans et la République de Venise. Cela marque justement le début de la période dite des tulipes, où cette fleur, symbole de noblesse, prendra une importance considérable dans les représentations ottomanes. Ahmed III décide en outre de se réinstaller à Istanbul et y mène d'importants travaux de modernisation du réseau d'adduction d'eau qui était alors très dégradé. À cette occasion, il fait construire à travers la ville plusieurs fontaines publiques qui illustrent bien les nouvelles influences européennes. À cet égard, la très belle fontaine à son nom, située en face de l'entrée du palais Topkapı, illustre bien, par ses formes courbes et son ornement végétal, ces nouvelles tendances. Cette ère des tulipes prend fin en 1730 lorsque Ahmed III est renversé, mais ne représentera finalement que le début d'un processus qui perdurera pour les 2 siècles suivants,
marquant par ailleurs la fin de l'époque classique débutée par Sinan. L'édifice le plus impressionnant de cette période, pour la fusion entre la typologie de la mosquée et le répertoire décoratif occidental, est sans aucun doute le complexe Nuru Osmaniye d'Istanbul, construit entre 1748 et 1755. En plus de se distinguer par son style, c'est le premier complexe impérial construit depuis la mosquée bleue près d'un siècle et demi plus tôt. En outre, par son architecture à dôme unique, son absence de contrefort dépassant de la structure, les larges tympans percés en façade, ou encore la cour antérieure de forme semi-circulaire, cet édifice est une vraie révolution architecturale. Cette forme totalement avant-gardiste est combinée à un répertoire décoratif qui pioche dans les inspirations baroques, son aspect végétal et luxuriant. Cette tendance européanisante se poursuit ensuite pendant le XIXe siècle par le biais d'architectes issus d'Occident et qui contribuent à ce mouvement à l'image de la famille arménienne des Balian. Pour l'illustrer, on peut citer la mosquée Dolmabahçe, située en face du palais éponyme et qui est construite au milieu du XIXe siècle par Gabaret Balian. Cette mosquée disposait d'une fonction importante puisque les sultans qui quittent le palais Topkapı pour celui de Dolmabahçe en 1856 peuvent y réaliser leur prière du vendredi simplement en traversant le jardin du palais. Stratégiquement placée sur les rives du Bosphore, cette mosquée, tout comme le palais qui emprunte des traits tirés de l'Occident, permettent au sultan d'exprimer visuellement la modernisation et le renouveau de son empire. À cet égard, on peut citer les murs extérieurs percés de grandes fenêtres inscrites dans un demi-cercle et les peintures qui à l'intérieur emploient la perspective et les illusions d'optique pour notamment suggérer une coupole composée de caissons ornés de fleurons. Plus généralement, c'est un répertoire de composition florale et végétale associé à des formes courbes que l'on retrouve dans toute l'ornementation de cet édifice. À partir du début du XXe siècle, un courant néo-ottoman apparaît et se traduit par une volonté de retour à l'identité propre de l'Empire. Cela se traduit par le rejet des ornements éclectiques qui pullulaient durant les 2 siècles précédents et par une simplification du décor. En revanche, à partir de l'avènement de la République de Turquie en 1923, rimant également avec la chute de l'Empire, très peu de grands projets de construction de mosquées sont réalisés en Turquie. Sous le mandat de Mustafa Kemal, une volonté de modernisation du pays se traduit par un fort courant laïcisant, qui se caractérisera notamment par la transformation de Sainte-Sophie en musée en 1934, mais également par l'absence de grands projets de construction durant tout le XXe siècle. Néanmoins, depuis l'élection d'Erdogan, bien que le portrait d'Atatürk soit omniprésent dans le pays, on constate une réémergence forte de l'islam à une place importante. Cela se traduit par la reconversion de Sainte-Sophie en mosquée en 2020, mais également par le fait que les projets de construction de mosquées ne manquent pas dans le pays. Parmi eux, l'exemple le plus notable est sans aucun doute la mosquée de Jamleja, construite en 2013 sur la colline du même nom. Cette mosquée a cela de particulier que ce n'est rien d'autre que la plus grande de tout le pays, puisque capable d'accueillir plus de 60 000 personnes, cela en fait également la 9e plus grande du monde. On constate dans cet édifice une vraie volonté de rétablir les codes mis en place par Sinan tout en y apportant une touche de modernité. Ainsi on constate l'abandon du plan à dôme unique, mais un retour vers ce que l'on retrouve dans la mosquée Süleymaniye, à savoir un imposant dôme central, duquel découle une cascade formée de demi-coupoles et de plus petits dômes. Comme la mosquée bleue, la mosquée Jamleja est également entourée de 6 minarets qui reprennent une ornementation typiquement ottomane avec un usage des moukarnas, ces structures en nid d'abeille qui avaient été remplacées par des ornements floraux et des volutes à l'ère baroque. D'autre part, on retrouve l'usage important de la céramique qui s'était perdu au profit de décors peints à la période précédente. Les panneaux de céramique reprennent les inscriptions calligraphiées ainsi que les productions typiques de la manufacture d'Iznik du milieu du XVIe siècle. On y retrouve ainsi ces enroulements végétaux composés de palmettes et de fleurs, ainsi que les fameuses feuilles sazes. Néanmoins, on ne peut pas ne pas remarquer le côté très moderne de cet édifice, rapporté par l'usage de ces vitraux qui nous rappellent la mosquée bleue, mais qui représentent ici avec beaucoup plus de finesse des nuages et des fleurs. Cette modernisation se constate aussi par la stylisation des motifs, mais surtout par la revisite que je trouve fabuleuse du lustre central qui s'inspire directement des productions médiévales. À travers cette exploration de plus de 6 siècles d'histoire, nous avons donc pu voir qu'au-delà d'être une dynastie conquérante, l'Empire ottoman a été une dynastie de grands constructeurs. Depuis la découverte de Sainte-Sophie, après la conquête de Constantinople, les commanditaires voient grand, très grand, et c'est à l'ère de Sinan, sous le règne de Soliman le Magnifique, que ces velléités prennent forme. Des complexes comme celui de Süleymaniye combinent ainsi des prouesses techniques considérables avec une ornementation d'une grande finesse. Par la suite,
L'évolution de cette architecture est allée de pair avec l'ouverture aux influences occidentales, donnant ainsi vie à des chefs-d'œuvre d'éclectisme, à l'image de la mosquée Nuru Osmaniye ou Dolmabahçe, qui illustre à merveille le style du baroque ottoman. Enfin, comme souvent dans l'histoire, c'est de nos jours davantage un retour aux sources classiques qui s'observent en Turquie. Le néo-ottoman puise ainsi sa source dans le merveilleux héritage de Sinan, tout en y apportant modernité et élégance, à l'image de l'impressionnante mosquée Camlıca. Nous arrivons donc à la fin de ce voyage qui était loin, très loin d'être gagné d'avance. Je suis donc très heureux de voir que vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo. Si vous avez passé un agréable moment, n'hésitez pas à le faire savoir en likant, vous abonnant et pourquoi pas le faisant savoir en commentaire. C'était Yannino, à bientôt.